La capitale d'Israël suscite un émoi important dans le monde alors que Benjamin Netanyahou est en Europe. Il était à Paris hier, il est à Bruxelles aujourd'hui. C'est avec Madame Aliza Bin-Noun que nous sommes ce matin, l'ambassadrice d'Israël en France et à Monaco. Madame Bin-Noun, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos locaux au Figaro ce matin. Alors, ce matin, Benjamin Netanyahou, qui est avec les représentants de l'Europe aujourd'hui, dit que c'est un gage de paix possible que cette reconnaissance par les États-Unis, par Donald Trump, de Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est votre avis ? Tout à fait. Il faut préciser, il faut dire, il faut mettre les choses d'une manière très très précise, que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et alors, ça doit être très, très clair pour notre partenaire palestinien, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une situation où on peut mettre en cause le fait que Jérusalem est la capitale d'Israël depuis 3000 ans. Mais tout le monde voit ça comme un ferment de guerre, au contraire. Non, pas du tout. Ce n'est pas un ferment de guerre. Et il y avait quelques présidents américains qui ont soutenu cette idée. Lesquels ? Il y avait Clinton, et Bush, et même Obama. Il y avait aussi le Sénat qui avant 20 ans, ont exprimé leur soutien du fait que Jérusalem est la capitale. Et maintenant, Donald Trump l'a déclaré d'une manière officielle. Alors, comment vous analysez ce front du refus des capitales dans le monde entier, quasiment, qui sont hostiles à cette déclaration de Donald Trump? C'est une indication très, très problématique. Et si on va maintenant à la décision de l'UNESCO de l'année dernière, où on a nié le lien entre le peuple juif et Jérusalem, peut-être que ça tombe un peu dans ce cadre. Parce que pour nous, les Israéliens, pour le peuple juif dans le monde, c'est très clair que Jérusalem est la capitale d'Israël. Jérusalem était toujours le centre dans la vie spirituelle des Juifs pendant des milliers d'années. C'est une ville 3 fois sainte aussi. C'est aussi une ville dont les musulmans peuvent se réclamer et dont les chrétiens peuvent se réclamer. Donc c'est une provocation par rapport à... Non, pas du tout. Israël est un pays démocratique avec vraiment des valeurs démocratiques. Tous les cultes ont la liberté de pratiquer leur religion, ce qui n'était pas le cas quand Jérusalem était divisée jusqu'à 1966 et 67, la guerre de 6 jours. Alors, en ce cas, le fait qu'Israël se trouve aujourd'hui, et c'est Israël qui contrôle la ville, tous les cultes ont le droit de pratiquer leur culte. Ça a été fait à l'issue d'une guerre, c'est une annexion d'une certaine façon. C'était dans une situation où Israël était en verge d'être détruite et Israël était très sympathique dans le monde en cette époque-là. Et aujourd'hui, la situation a changé. Mais le fait que le peuple juif sont liés à Jérusalem, et Jérusalem sert comme la capitale d'Israël, où est le Knesset, le Parlement israélien? Où se trouve le bureau du Premier ministre? Est-ce que c'est à Tel Aviv? Non, c'est à Jérusalem. Les dirigeants politiques du monde, quand ils visitent Israël, ils vont où? Vous n'avez pas peur que ça ressoude chiites et sunnites qui sont pourtant largement divisés contre justement l'État d'Israël? Non, je pense que si on suivit maintenant le développement des derniers jours, on peut voir que l'incitation à la haine du part du Hamas et leur peut-être volonté de déstabiliser la région, et ils ont échoué. Parce qu'aujourd'hui, et déjà hier... Vous attendiez à une colère plus vive, plus de violence, notamment dans la région? Nous étions préparés, en tout cas, mais peut-être que non. Peut-être que nous comprenons, tout le monde, je pense, maintenant voit que le peuple palestinien et même les autres, ils ne veulent pas la violence. Et ceux qui incitent à la haine et à la violence, ils ont échoué. Pourquoi ils ne la veulent pas? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a vu pendant le premier intifada, le deuxième intifada, qu'il s'agissait des peuples palestiniens qui ont souffert. C'est sans issue. La Jordanie, le royaume jordanien, s'apprête à revoir ses accords de paix, qui est le gardien justement des lieux saints musulmans à Jérusalem, s'apprête à revoir les accords de paix avec vous. C'est un signe quand même qui n'est pas un signe d'apaisement. Il y avait une critique par rapport à cette décision qui était exprimée d'une manière assez claire par le monde arabe, mais il faut attendre et voir comment ça évolue. J'espère que ça ne va pas se détériorer parce que la paix avec la Jordanie est très importante pour Israël aussi que pour la Jordanie, aussi que la paix avec l'Égypte. Alors, M. Netanyahou... Et en ce cas, il faut peut-être ajouter une chose qui est, à mon avis, très, très importante. Il y a 2 jours, il y avait une délégation de Bahreïn. Bahreïn, c'est un pays avec lequel nous n'avons pas de relations diplomatiques. Bahreïn, oui. Bahreïn, oui. Il y avait une délégation des personnes de culte qui sont venues en Israël
et d'une manière ouverte et très, très médiatisée. Ils les ont donné des interviews pour les chaînes israéliennes. Ils se sont promenés dans la vieille ville de Jérusalem. Et c'était une manifestation très, très importante d'amitié. Ça, il faut prendre en compte. Et c'était en même temps que le sujet de Jérusalem était sur la table, était discuté. Monsieur Netanyahou est aujourd'hui, je l'ai dit, en Europe. Il voit les autorités européennes. Est-ce que vous sentez qu'il y a un front uni du refus des pays de l'Union européenne contre cette reconnaissance? Non, il n'y a pas du tout un front uni. Ils sont divisés, les Européens, là-dessus? Oui, parce que les Tchèques, ils ont dit qu'ils vont maintenant examiner la possibilité de reconnaître Jérusalem et d'Ouest comme la capitale d'Israël. Quel autre pays que les Tchèques? Pour le moment, ça, j'ai entendu les Tchèques. Les autres sont plutôt... Madame Mogherini, ce matin, a dit qu'elle était contre. Oui, elle était contre, mais il y a des opinions différentes et aussi l'ampleur de la critique ou le soutien parfois est différent. Alors, avant hier, donc, le Premier ministre israélien était à Paris. Il a rencontré Emmanuel Macron. Vous avez participé à cette entrevue, ce rendez-vous qui a duré le temps d'un déjeuner, un peu plus même. Le ton était très ferme, paraît-il, vous confirmez? Non, pas du tout. De chaque côté? Non, pas du tout. Moi, j'étais pendant tout le déjeuner là-bas et même pendant la conférence de presse. Et il s'agit encore une fois des pays amis, il s'agit des leaders, le Premier ministre et le Président qui s'entendent. Ils ont parlé d'une manière très franche sur tous les sujets. Bien sûr qu'il y avait des sujets où ils étaient d'accord. Macron n'est pas pour cette décision. Alors, je veux dire qu'on n'est pas d'accord sur tous les sujets, mais il faut voir le grand tableau. Et dans ce grand tableau, la coopération dans des domaines stratégiques qui sont très pertinents pour la France et pour Israël. Par exemple, la menace iranienne qui pèse sur la région, la stabilité du Liban, le renforcement des milices chiites en Syrie et au Liban, le dossier des missiles balistiques iraniens. Là, il y a vraiment une convergence des positions. Cela dit, Emmanuel Macron a demandé à Benjamin Netanyahou des gestes, notamment d'arrêter la colonisation. Il y a 400 000 juifs qui vivent en Cisjordanie et il lui a demandé ce geste-là d'arrêter. Est-ce que vous pensez que, alors que Benjamin Netanyahou a toujours continué cette colonisation, ça peut être possible? Benjamin Netanyahou, même hier, pendant la conférence de presse, il a invité encore une fois Mahmoud Abbas de venir s'asseoir autour de la table de négociation et commencer un dialogue. Et Benjamin Netanyahou a fait ce geste il y a 7 ans. Il a gelé la construction en Cisjordanie pendant 10 mois. Il a appelé le même Mahmoud Abbas de venir et commencer un dialogue pour parvenir à la paix. Mahmoud Abbas a refusé. Maintenant, au long de ces 6 ans, beaucoup de choses ont changé dans la région. Il faut prendre en compte ces changements. Mahmoud Abbas est-il le bon interlocuteur? Il est d'abord, c'est un monsieur qui prend de l'âge. Et puis deuxièmement, il est quand même très affaibli dans l'autorité palestinienne, non? Mais lui, il est le président de l'autorité palestinienne et il représente le peuple palestinien. Et c'est lui qui est l'interlocuteur d'Israël. Donc c'est le bon interlocuteur? Je ne sais pas si c'est bon. On va voir s'il est prêt d'avoir ces entretiens et de venir et discuter directement. Mais c'est lui, bien sûr que c'est lui. Il faut arrêter la colonisation de la Cisjordanie? Non, il ne faut pas venir avec des préalables. Il faut discuter parce que c'est un enjeu qui est pertinent. C'est un préalable, bien sûr. Pour les Palestiniens, c'est un préalable. Bien sûr, parce que demander à Israël de geler les constructions, il s'agit, comme vous venez de dire, de 400 000 Israéliens qui habitent là-bas, qui ont leurs besoins. Et pour essayer de trouver une solution, il faut discuter parce que leurs avis, les avis des Palestiniens et les avis d'Israël, les positions israéliennes, sont tout à fait différentes. Alors il faut trouver un moyen de rapprocher les deux côtés et pour ça, il faut discuter d'une manière directe. Ça, c'est très important d'accentuer. Les Saoudiens ont présenté un plan de paix, précisément, par l'intermédiaire de leur chef Ben Salman. Est-ce que c'est un plan qui vous satisfait? Je pense qu'aujourd'hui, il faut se concentrer, se focaliser sur l'initiative ou sur les efforts américains et au Moyen-Orient. Il y a des émissaires de Donald Trump. Vous savez bien que les Américains, par cette déclaration, leur légitimité pour être le cœur du dialogue, eh bien, ils sont un peu discrédités, non? Et je ne suis pas sûre qu'on va voir. C'est ce que disent les Palestiniens. Pour le moment, oui, mais Pence, le vice-président, il doit se rendre dans la région et il faut voir comment ça évolue. Je pense que même les Palestiniens comprennent que c'est que des États-Unis qui peuvent avancer le dialogue. Ça, c'était toujours le cas, même par rapport à l'accord de paix avec la Jordanie, avec l'Égypte. Et à mon avis, ça n'empêche pas vraiment les négociations. Au contraire. Vous pensez que les Palestiniens faut donner, comment a dit le président de la République, il faut donner la paix une chance. Est-ce que vous pensez que les Palestiniens sont divisés?
Bien sûr qu'ils sont divisés. Il faut voir... Entre le Hamas et... Tout à fait. Il faut voir... Abbas, certes, mais... Certes, il faut voir la position de Mahmoud Abbas et des Palestiniens en Cisjordanie. Il faut voir les déclarations qui sont sorties du Hamas. Il faut voir l'incitation à la haine du côté de Hamas qui ont essayé d'activer et d'inciter la population palestinienne pour peut-être promouvoir un troisième intifada, et ils ont échoué. Ils ont échoué, ça c'est le fait. Il est affaibli, le Hamas, aujourd'hui? Et on peut dire qu'ils se trouvent dans une situation très, très problématique par rapport à la région, par rapport à l'Égypte, par rapport à Israël. Alors ça, il faut prendre en compte. Il faut aussi faire tout ce qui est possible pour que cette situation vraiment n'avance la détérioration exactement, de la situation. D'accord. La France a un rôle capital à jouer. La France, il a un rôle à jouer dans la région. La France est impliquée dans la région. On pouvait voir la conférence. Il y a eu une conférence au mois de février sur le conflit israélo-palestinien à Paris. Et ça, je n'ai pas entendu qu'il y avait, oui. Mais ok, c'était avant que l'administration américaine s'est engagée. Ça n'a rien donné, oui. Bien sûr, parce qu'Israël s'est opposé du début. Israël a dit qu'il faut parler avec les Palestiniens d'une manière directe. Maintenant, il y a un joueur, ça veut dire un acteur, les États-Unis, qui sont impliqués. Il y a les visites des émissaires de Trump. Et il faut donner aux Américains la possibilité de parvenir, d'avancer leurs efforts. Ça, c'est très important. Alors, la France peut jouer un rôle, bien sûr, dans la région. La France est impliquée. La France a ses intérêts en Syrie et au Liban. On a vu la conférence sur le Liban il y a 3 jours. Et en ce cas, la France peut jouer un rôle. Oui. Alors, il y a eu cette déclaration de Donald Trump la semaine dernière. C'est quoi la prochaine étape maintenant? Qu'est-ce qui se passe sur le plan diplomatique? Ce qui se passe est qu'on attend dans la région le vice-président américain, Pence, qui doit venir. Et je m'imagine que les émissaires américains reviendront. Et il faut voir comment ça développe. Oui. Vous avez de l'espoir? Toujours. Toujours j'ai l'espoir. Il faut avoir l'espoir et il faut parvenir à la paix. Et hier, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, il a tendu encore une fois la main à Mahmoud Abbas de venir et commencer un dialogue direct. Ça, c'est vraiment la valeur et les valeurs, nos valeurs comme Israéliens et comme Juifs. Alors, on sait que Donald Trump a fait cette déclaration beaucoup pour des considérations de politique intérieure, mais Benjamin Netanyahou, ça l'arrange aussi sur un plan intérieur parce qu'il est quand même très contesté. Il y a encore eu des manifestations en Israël ce week-end pour dénoncer des soupçons, sa corruption, quoi. Il est soupçonné de corruption. Ça l'arrange en fait cette histoire, non? Il faut dire ici qu'Israël est un pays démocratique. Il y a beaucoup de manifestations, exactement comme on peut voir cette manifestation est exprimée en France. Mais le fait que Netanyahou aujourd'hui est la personne politique le plus fort en Israël et il continue à faire son travail, on pouvait voir cela d'une manière très très claire hier. Il s'agissait d'une bonne visite, de bons entretiens et il faut continuer à espérer que ça va avancer la situation. C'est un homme fort en Israël aujourd'hui, Benjamin Netanyahou? Oui, selon les sondages derniers qui étaient faits il y a quelques jours, oui. Alors revenons 2 minutes, même pas, on n'a pas le temps, peu de temps en France. Ces dernières années, on avait connu une vague d'Aliyah, c'est-à-dire de Français juifs qui retournaient ou qui allaient en Israël. Ça semble se tarir un peu. Il y a moins d'Aliyah. C'est plutôt un bon signe pour vous? Ou au contraire, c'est le signe qu'il y a moins de violence, moins d'antisémitisme? Israël est toujours le pays-nation du peuple juif. Et nous allons accueillir tous les juifs dans le monde vous êtes pour qu'il y en ait le plus possible. Qui veulent venir en Israël. En même temps, il s'agit d'une décision personnelle. Et il faut vraiment laisser cette décision à ceux qui doivent, à chacun. Alors en ce cas, et je pense que c'est très important, mais ce qui est important de dire ici, c'est que la décision de partir, la décision de faire l'Aliyah, ça ne doit pas être à cause d'un peur ou parce que les Juifs ne sont pas à l'aise. Ça, c'est un problème. Il y a moins d'antisémitisme en France, à votre avis, depuis quelques mois? Non, moi je vois que des manifestations antisémites. Et ici, il faut aussi accentuer qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et le président a dit cela pendant la commémoration de Veldiv. On ne peut pas faire la différence entre antisionisme et antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre de manière très, très sérieuse. Vous êtes confiante dans ce président de la République, ce nouveau président de la République, pour être un rempart contre l'antisémitisme et l'antisionisme? Oui, tout à fait. Il a exprimé de manière très claire dès qu'il était élu et même avant.
D'accord. Eh bien, on va continuer avec les questions des internautes, Madame l'ambassadrice, si vous voulez bien, avec Jean-Baptiste Semerjian qui nous rejoint. Baptiste, bonjour. Bonjour Yves. Alors, que nous dit-on? Beaucoup de commentaires. Donc bonjour Alisa Benoun. Une première réaction sur Twitter, il y a beaucoup de photos de vous avec Manuel Valls. Est-ce que l'ancien Premier ministre est le meilleur ami d'Israël en France? Il s'agit d'un ami d'Israël. Et il faut dire aussi qu'il y a des événements qui sont organisés par des organisations juives et il invite Manuel Valls qui vient et qui s'exprime d'une manière très très positive. Et moi je suis aussi invitée, mais même pas qu'à travers des cadres des organisations juives. C'est un grand ami d'Israël, oui. Ces propos très fermes sur la défense de la laïcité en France, vous les approuvez? Je ne vais pas entrer maintenant dans la politique interne française. Ça, nous avons assez des enjeux avec lesquels nous nous occupons. Bien sûr. Yohann Tayeb vous reproche sur Twitter le silence assourdissant, je cite, d'Israël au sujet des victimes de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. C'était en 1982. Et Yohann s'énerve, en tout cas, il vous invective plusieurs fois et s'étonne que les terroristes soient toujours en liberté. Oui, je connais cette histoire parce qu'il a exprimé en plusieurs reprises, mais il faut dire ici qu'il s'agit des autorités françaises qui doivent s'occuper de ce sujet. Il y a eu un mandat international, mais ils n'ont pas encore été ramenés en France en tout cas. Sarah est française juive et elle se dit en insécurité en France. Est-ce que vous comprenez Sarah? Est-ce que vous pouvez la rassurer? On ne peut pas, oui, je peux comprendre parce qu'on ne peut pas vraiment discuter ou mettre en cause des sentiments que les gens ont. Et la question est comment on peut changer ces sentiments, comment on peut les assurer. Et je pense que le gouvernement français a un programme par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. À mon avis, il y a des bonnes déclarations qui sont faites par des politiques françaises. Et il faut aussi continuer ces déclarations parce que ces déclarations faites par des politiques importants, ils encouragent la population en général. Flo se dit plus en sécurité à Jérusalem qu'à Paris. Est-ce qu'Israël est exemplaire en termes de sécurité intérieure? Moi, je ne suis pas objectif. Je pense que oui, parce que malgré le fait qu'on peut voir encore des attentats terroristes, hier il y avait un attentat, et pour Israël, c'est une situation avec laquelle Israël fait face depuis déjà des décennies, dès sa création et même avant. Alors Israël a accumulé un savoir-faire, une expertise, comment il faut lutter contre le terrorisme et en même temps préserver les valeurs démocratiques. Et ça fonctionne? Ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Une dernière question d'Eric qui vous demande ce que vous allez faire pour Noël et si vous célébrez Noël. Pas du tout, je suis juive. Je ne célèbre pas, je célèbre Hanouka. Hanouka, ça commence demain. La fête des Lumières. Oui, voilà. Mais j'aime voir comment la ville est décorée et vraiment Paris pendant Noël est une merveille. Mais moi, non, moi je ne fête pas Noël. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Madame Alisa Benoun, qu'on remercie. Merci de vous être prêté à cette interview. Merci Jean-Baptiste de vous être fait le médiateur. Et puis aux internautes, on leur dit à demain pour de nouvelles aventures.